Ceci est un programme du studio Hirondelle RDC. Nouveau numéro de questions santé. Aujourd'hui, nous prenons les questions qui viennent nécessairement de Lubumbashi, qui est aujourd'hui parmi les provinces les plus touchées par la troisième vague. On enregistre le plus de cas dans cette province-là. Et nous prenons la première question de Gabriel Koupa, qui dit « Les autorités ont pris des mesures par rapport à ceux qui ne respectent pas les gestes barrières. On parle d'une amende de plus de 15 000 francs et 7 jours d'emprisonnement. » Ça, c'est pour les cas de Okatanga. Alors, il dit « Pensez-vous que cela soit une bonne décision pour contrer la maladie ?» C'est une bonne décision, ok? Parce que quand nous mettons en place des règles, ok, ça veut dire que quand on ne les respecte pas, il faut des sanctions. Mais ça ne suffit pas. Et encore une fois de plus, Monsieur Ben, je crois vous l'avoir dit. Le pilier important, c'est d'abord sensibiliser, éduquer, communiquer avec la population. Ça veut dire obtenir le maximum, n'est-ce pas, de changement de comportement. Mais encore une fois de plus, même là où on a communiqué, là où on a sensibilisé, là où on a éduqué la population, il y a toujours des franges de personnes qui n'arrivent pas à respecter la règle, qui n'arrivent pas à respecter la loi. Je crois que ce serait intéressant justement aussi de placer des sanctions. Ces sanctions peuvent être négatives, c'est dans le cas d'espèces où vous devez payer des amendes, mais aussi il faut féliciter, n'est-ce pas, les structures, les regroupements qui respectent ces mesures-là. Pour moi, je crois que cette mesure, elle est tout à fait importante, mais elle ne doit pas être l'unique. Il faudra continuer à sensibiliser, à éduquer, à communiquer avec la population dans le souci d'obtenir un changement de comportement en faveur du respect des mesures barrières. Assis Kabila, lui, il s'est dit dans la commune où il dit, il réside dans la commune de Lubumbashi, pardon, il dit à quoi est dû le rebond des cas de la pandémie de Covid-19 dans la province du Okatanga? Des contaminations, n'est-ce pas? Lorsque vous avez une situation où les gens respectent très peu les mesures barrières, d'accord? Où vous avez justement le virus qui circule à cause justement du fait qu'il n'y a pas de barrière, mais vous avez des cas qui augmentent, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier élément. C'est que lorsque vous voyez des cas augmenter, dites-vous qu'il y a une circulation du virus. Et la circulation du virus, n'est-ce pas, est très facilitée là où il n'y a pas de barrières. Ça veut dire là où justement les gens ne mettent pas les masques suffisamment, là où les gens ne se lavent pas les mains suffisamment, n'est-ce pas? Et là on n'observe pas la distanciation physique. C'est très important. Mais de l'autre côté aussi, il y a des conditions environnementales, n'est-ce pas, qui peuvent aussi expliquer une montée des cas. C'est notamment par exemple lorsqu'on arrive dans certaines périodes où il y a des saisons de grippe. Vous savez par exemple pour le moment, l'Est de la RDC figure parmi les parties du monde où justement on voit des cas de grippe, n'est-ce pas, de manière globale, parce que c'est l'atmosphère, c'est la qualité de l'air, ainsi de suite. Et ça joue beaucoup sur le comportement des virus respiratoires, d'accord? Mais cela ne veut pas dire que si vous avez aujourd'hui une grippe, ça veut dire la Covid. Mais n'oubliez pas que le coronavirus ou le virus de la Covid-19, c'était un virus qui a une prédilection respiratoire, d'accord? Et à ce titre-là, les conditions des qualités de l'air, les conditions atmosphériques peuvent aussi favoriser sa propagation. Mais retenez que le frein qu'on peut mettre pour éviter ces genres de rebonds, c'est le respect des mesures barrières et évidemment la vaccination aussi. On a parlé récemment du variant Delta, les variants indiens, bien sûr, dans la hausse des cas en République démocratique du Congo. Alors, il y a un auditeur qui s'appelle René, toujours à Lubumbashi, qui dit: est-ce que ces variants est à la base de cette hausse de cas dans la province du Okatanga? Exactement. Donc, il faut d'abord savoir que le virus circulait depuis longtemps dans le Okatanga, d'accord? Et le variant n'est qu'une mutation de ce virus-là qui circulait, soit localement, mais soit aussi, on a des importations des variants, parce que n'oubliez pas que le Okatanga, c'est une province frontalière qui reçoit beaucoup de visiteurs, notamment venant de l'Afrique du Sud, notamment venant de l'Inde et d'autres pays. Donc vous comprenez qu'à ce titre-là, cette province n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, de la contamination par des variants venant des pays qui sont connectés à cette province, qui, comme vous le savez, c'est une province qui attire beaucoup d'investisseurs à partir des mines, à partir du commerce, à partir de tout ce que vous pouvez savoir. Ok? Et donc à ce titre-là, justement, cette contamination, cette exposition aux variants expliquerait notamment la flambée des cas. Parce que tout simplement, les variants ont une circulation très fulminante. Vous le savez très bien, une des caractéristiques de ces variants, c'est aussi que c'est des virus qui donnent plus de formes graves et sévères. Alors, comme il y a beaucoup de cas dans la province du Katanga, on a eu à parler avec les amendes qui ont été mises en place par les autorités provinciales. Est-ce qu'il faut aujourd'hui envisager sur le plan sanitaire un confinement, par exemple, de cette même province du Haut-Katanga?
Les autorités doivent étudier tout cela, n'est-ce pas? Le confinement fait partie justement des mesures qui empêchent la circulation du virus. Mais c'est pas à moi de le dire. Mais en tant que spécialiste en santé publique, lorsqu'on remarque justement que les contaminations sont très massives et qu'on arrive surtout à isoler ou à mettre en exergue ou en évidence les foyers là où les contaminations sont massives, pourquoi ne pas penser à cette pratique? Mais attention, il faut bien l'analyser parce que comme vous le savez, le confinement a des répercussions sur d'autres secteurs. Et donc, si vous voulez mettre en place ce mécanisme-là, rassurez-vous qu'il n'y aura pas un impact très négatif sur d'autres secteurs, dont notamment l'économie. D'accord? Donc, mais à ce titre-là, il faudra justement travailler à la fois sur l'application de la mesure, mais aussi sur les mesures d'accompagnement et les mesures qui vont atténuer l'impact de cette mesure sur les autres secteurs comme l'éducation, l'économie ou le social. Et donc, ça, c'est important que les gens s'y penchent et étudient cela de manière très minutieuse. Un autre auditeur, lui, c'est un internaute. Il nous écrit pour nous dire qu'en Europe, la vie reprend normalement dans les stades dans beaucoup de pays. Il dit, est-ce que le risque de la 4e vague est minimisé là-bas? En fait, le risque est quand même minimisé. Si vous suivez leur couverture vaccinale, parce que encore une fois de plus, 2 piliers vont nous aider justement à minimiser le risque de la 4e vague. Premièrement, le maintien du respect des mesures barrières, même là où il n'y a pas de cas, c'est le cas de la ville de Kinshasa, même si on a allégé les mesures, même si on a dit que la 3e vague est passée, attention, nous avons toujours eu, n'est-ce pas, des épidémies de grippe au mois de novembre et de décembre. Donc à ce titre-là, il faut continuer à maintenir ces mesures entre-temps pour éviter de repartir. Deuxième élément, c'est la vaccination. Regardez les pays du Nord, en tout cas, leurs couvertures vaccinales sont très bonnes. En tout cas, de plus en plus, ces pays vaccinent, si vous les comparez évidemment par rapport aux pays de l'Afrique et bien d'autres parties du monde. Donc à ce titre-là, vous comprenez qu'en jouant sur ces 2 piliers, donc le maintien des mesures barrières, l'amélioration de l'accès à la vaccination et l'obtention de belles couvertures, notamment dans des zones à risque, cela justement épargnerait ces pays de la 4e vague. Même si la 4e vague arrivait, n'est-ce pas, elle n'aura pas le même impact que quand les gens n'étaient pas vaccinés. Vous comprenez? Donc c'est comme ça justement que nous continuons à lancer cet appel à la vaccination. Ok? Jadis, les gens disaient voilà, ça tue, voilà, ça rend des gens des zombies. Nous sommes aujourd'hui à un moment où on sent maintenant que les gens commencent à courir vers le vaccin. Donc il faut faire vacciner, il ne faut pas attendre parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de décès malheureusement et les décès sont irréversibles. Donc il ne faut pas attendre d'être frappé pour dire maintenant la prochaine fois je vais me faire vacciner. La vaccination c'est un moyen préventif, il faut le faire. Et l'Europe montre aujourd'hui qu'on peut reprendre la vie. Les États-Unis montrent qu'on peut reprendre la vie si justement nous avons des belles couvertures vaccinales contre la Covid. Lors de sa récente conférence de presse, le secrétaire technique de la riposte, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a regretté l'engouement qui a été constaté lors de l'ouverture des barres et terrasses. Vous craignez aussi la même chose concernant la 4e vague qui peut peut-être nous tendre la main? Non, ce que je voulais dire ici, c'est que les gens ne doivent pas commettre l'erreur qu'on a commise lorsqu'on avait levé l'état d'urgence. On a vu encore cette erreur lorsqu'on avait fini la 2e vague. Chaque fois qu'on finit une vague et qu'on annonce une reprise, n'est-ce pas, de la vie, en fait, je n'ai jamais compris, les gens pensent que c'est fini, la maladie est terminée et on laisse les gens dans des comportements, on laisse les gens dans des situations qui, justement, sont prohibées. C'est des comportements qui favorisent la propagation du coronavirus. Je voudrais ici que les gens comprennent qu'on a allégé les mesures. Même quand on dit qu'on ouvre les bars, qu'on ouvre les lieux de rencontres, dans ces lieux-là, on doit continuer à veiller au respect des mesures barrières. Parce que si vous ne le faites pas, mais évidemment, on n'est pas au cas zéro. Ça veut dire qu'il y a des cas résiduels qui circulent encore. Autour de ces cas-là, si on ne fait pas attention, on peut repartir sur une autre vague. Donc, j'invite ici les éléments, n'est-ce pas, de sécurité, tous ceux qui ont l'obligation, qui ont le devoir de suivi, d'assurer que les mesures qui ont été dictées par le ministère de la Santé, qui ont été dictées par le secrétariat technique, soient appliquées. Donc, et d'éviter de comprendre allègement comme relâchement. Parce que si, justement, l'allègement est compris comme un relâchement, voilà, c'est fini, nous allons nous retrouver encore à la situation de départ, comme c'était le cas lors des autres vagues que nous avons vécues dans le passé. Une dernière question qui n'a pas trait avec la Covid-19, docteur, c'est un internaute qui nous écrit pour nous dire une femme qui a connu plus d'une césarienne, à combien peut être limité ce nombre de naissances? En principe, lorsque les césariennes se sont correctement déroulées, on ne peut pas limiter le nombre de naissances.
D'accord? Parce que, comme vous le savez bien, l'utérus, c'est un muscle. D'accord? Et on peut l'inciser, il cicatrise, on peut l'inciser autant de fois. De manière plus globale, lorsque cette césarienne s'est faite dans de bonnes conditions, il n'y a pas de limitation de naissance à avoir. Mais seulement, il faut évaluer tous les paramètres. D'accord? Il faudra justement que le gynécologue voie cette femme, évalue aussi d'autres paramètres au-delà de la césarienne. Ça peut être que la femme a été césarisée pour des problèmes cardiaques. Ça peut être aussi qu'elle a été césarisée pour des problèmes de troubles de sanguins. Ça peut être qu'elle a été césarisée pour beaucoup d'autres facteurs. À ce titre-là, on peut justement être amené à limiter les naissances s'il y a des menaces de la vie à chaque fois que cette césarienne a eu lieu. Ça peut être aussi que cette femme présente des facteurs, n'est-ce pas, qui menacent sa vie, et lorsque elle est indiquée pour une césarienne, ben, on se rend compte que justement les conditions ne favorisent pas forcément sa reprise. Donc, si vous réunissez suffisamment d'éléments autour des indications de cette césarienne, justement, les spécialistes peuvent décider soit de laisser la femme continuer à procréer, soit de dire non, attention, là, ça demande qu'on l'arrête parce qu'il y a des facteurs qui menacent sa vie, et je vous ai donné quelques exemples. Merci beaucoup, Dr Michel Movodi. Merci beaucoup, M. Ben. Merci aussi à vous de nous avoir suivis à travers le pays. Continuez de poser vos questions sur cette émission Questions Santé au 080 849 87 09. N'oubliez pas aussi de contacter Studio Hirondelle RDC via ses pages internet, Facebook et Twitter, Studio Hirondelle RDC, Ngoma ya Congo. À très bientôt.